Alors, oui, merci, Madame Slimani, j'avais oublié. Alors, pour ce qui concerne, comme j'ai dit, la base de données, OK, on a une base de données très complète qui inclut des pages Internet qu'on capture chaque jour et on inclut des sites Internet très variés dans toutes les langues qu'on peut penser. Par exemple, on capture des pages Internet en arabe, en français, en anglais, en italien, en allemand, etc. OK? Ainsi qu'il est possible de recevoir de la similarité entre des langues différentes. OK? Et aussi, on peut comparer vos documents avec toutes les publications qui ont été offertes par nos partenaires éditeurs. Et encore une fois, ces publications appartiennent à des langues différentes, ainsi qu'on peut trouver des sources similaires à votre document qui ont été écrites en arabe, en français, en anglais, en allemand, etc. OK? Mais la chose plus importante, c'est que Authenticate vous aide à protéger votre réputation parce qu'on peut retrouver si, bien sûr, le document qui a été déposé par votre étudiant, par votre collègue, par un auteur est original ou pas. Vous pouvez aussi travailler collaborativement parce que vous avez l'opportunité de partager vos dossiers avec des collègues qui utilisent le même compte sur Authenticate. Et aussi, vous pouvez analyser correctement tous les résultats de similarité dans le rapport et vous pouvez aussi décider si, par exemple, il y a seulement des cas où vos auteurs n'ont pas beaucoup d'expérience, ils n'ont pas encore appris, par exemple, à citer correctement. Et c'est seulement le cas de lui dire quelles sont les bonnes pratiques. Mais il y a aussi l'opportunité, par exemple, de, bien sûr, retrouver des cas de plagiat une fois qu'on commence à analyser le rapport de similarité. Et on va faire tout ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer un rapport de similarité. On va l'analyser et on va aussi voir ce qu'on peut faire sur les comptes pour ce qui concerne partager vos dossiers, créer un dossier, et changer les paramètres de votre compte, etc. OK? Alors, je sais qu'il y a des questions. Ma collègue, je sais que a déjà commencé à vous aider, mais on va regarder aux questions à la fin de la session, d'accord? Continuez à mettre vos questions sur la chat Q&A, OK? Et moi, je vais commencer à vous montrer comment on peut comment on peut travailler sur le compte Authenticate et après, on va analyser un rapport, OK? Alors, pour ce qui concerne un compte Authenticate, vous voyez la page du compte ici. Alors, c'est que je voudrais vous expliquer auparavant, je l'ai expliqué aussi dans les sessions précédentes, c'est que si vous allez sur authenticate.com, par exemple, comme ça, vous allez trouver cette page et la page vous donne l'option aussi de créer un login, OK, ici. Alors, ne créez pas un login directement de la page du site Internet parce que ça va créer un compte qui n'est pas un compte institutionnel, d'accord? Et une fois que vous essayez de déposer un document, le système va vous demander de payer pour vos crédits, d'accord? Alors, ce que vous devez faire, vous devez attendre que Authenticate vous envoie un email automatique, OK? Parce que chaque fois que vous avez un compte créé par Limist, vous allez recevoir un courriel par email et ce courriel va inclure les détails et les étapes que vous devez faire et compléter pour créer un mot de passe. D'accord? Alors, attendez que cet email vous rejoigne, OK? Et ne créez pas un compte directement du site parce que ça va créer un compte individuel qui ne va pas marcher avec les crédits institutionnels de Limist. D'accord? Ainsi que si vous n'avez jamais reçu un courriel de bienvenue, vous pouvez demander à Limist si votre nom est dans la liste. Et si ça, c'est le cas, alors on peut penser à ce qu'on peut faire pour vous donner des infos, pour
créer le mot de passe la première fois. OK? Mais attendez pour ce courriel et vérifiez aussi votre dossier spam pour voir si l'email est là et pas dans votre inbox ordinaire. D'accord? Je crois que c'est très important de savoir ça parce qu'il y a beaucoup de questions sur ça très souvent dans ce type de session. D'accord? Alors, une fois que vous avez créé un mot de passe, vous allez trouver un écran comme l'écran que vous voyez ici. OK? Au centre de l'écran, si vous avez déjà commencé à travailler sur Authenticate, vous allez trouver vos dossiers et vos groupes de dossiers. Mais ici à note, en commençant des dossiers, si vous continuez à droite, vous allez trouver les paramètres et les infos du compte. Vous n'allez pas trouver gérer les utilisateurs parce que c'est une fonctionnalité qui on va ouvrir seulement pour les administrateurs du compte, ainsi que si vous ne trouvez pas gérer les utilisateurs, ça c'est normal parce que c'est une fonctionnalité des administrateurs. Moi, parce que j'ai l'opportunité de gérer mon propre compte, vous pouvez la voir ici, mais vous n'allez pas la trouver. D'accord? Vous allez trouver paramètres et infos du compte. Si vous cliquez sur paramètres, OK, vous allez voir des options. Par exemple, vous pouvez choisir de voir un dossier en particulier dans la page d'accueil qui apparaît en premier. Si vous en avez créé encore une, vous n'allez pas trouver des dossiers ici sur cette liste. OK? Mais une fois que vous commencez à créer vos dossiers, vous pouvez sélectionner le dossier que vous voulez voir en premier. D'accord? Et aussi le nombre de documents que vous voulez voir à la fois sur la liste de vos dossiers. OK? Après avoir déposé un document, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est afficher un document ou déposer un autre document. OK? Vous pouvez choisir quelle option vous voulez activer. Vous pouvez décider, bien sûr, le fuseau horaire. Moi, j'ai le fuseau horaire de Londres, mais vous pouvez choisir le fuseau horaire du Maroc, si vous voulez. Et la langue, moi, j'ai la langue française aussi, et ici, parce qu'aujourd'hui, c'est la langue de notre session, mais vous pouvez aussi choisir d'autres langues ici, incluant l'arabe. C'est en bêta, ça veut dire qu'on peut retrouver des erreurs avec la traduction de l'arabe, mais si vous avez quelque chose à suggérer sur ça, vous pouvez nous envoyer vos conseils, okay, vos idées. Mais aussi, vous pouvez choisir de travailler en anglais ou en italien, en espagnol. Vous avez toutes ces langues que vous pouvez utiliser, d'accord? On a aussi l'opportunité de voir, par exemple, des options pour les documents que vous allez déposer. Par exemple, vous pouvez voir la date du traitement ou le titre en premier. Et après, vous pouvez décider aussi si vous voulez que le pourcentage de similarité change à partir d'un certain taux de similarité, si vous voulez. D'accord? Tous les taux de similarité apparaîtront dans votre liste de documents déposés. Ça ne va pas changer. Ce qu'on dit ici, c'est que vous pouvez avoir la couleur de la pourcentage, changer de couleur une fois qu'on rejoint un certain taux de similarité. D'accord? Vous pouvez le laisser comme ça, vous pouvez mettre 0%, 70%, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas voir les autres pourcentages. Vous allez voir tous les pourcentages, tous les taux de similarité. C'est seulement quelque chose de pratique pour voir immédiatement si les couleurs vous donnent une idée sur le score ou pas. OK? Vous avez l'option rapport aussi. Et ici, vous pouvez décider si vous voulez recevoir des notifications par email pour ce qui concerne les rapports que vous recevez chaque jour. Par exemple, si vous recevez 10 rapports par jour, OK, vous pouvez décider d'avoir une notification pour chaque rapport que vous recevez pour ce jour-là. OK? Le problème avec ça, c'est que peut-être si vous recevez
plus de 10, vous recevez 25, 30, 30 rapports, etc., votre email adresse va être vraiment très, très, très occupée. Peut-être que ça n'est pas quelque chose que vous voulez faire, mais vous avez l'option, OK? Vous avez l'option aussi de n'avoir pas de notifications. Vous pouvez voir aussi à la base de tout quelles sont les bases de données qu'on utilise pour calculer un taux de similarité. Par exemple, le système vous montre ici que vous avez l'opportunité de comparer vos documents avec les publications du partenariat Crossref. On a deux options. La première option Crossref vous montre des documents qui ont déjà été publiés par Crossref et par les éditeurs de Crossref. On peut le trouver sur Internet, on peut le trouver sur des copies physiques d'un journal, par exemple. Mais si vous voulez savoir ce qu'on veut dire quand on écrit Crossref Posted Content, ça veut dire les articles, les documents que Crossref n'a pas encore officiellement publiés. Ce sont des documents que Crossref est en train de vérifier pour ce qui concerne leur originalité, mais il nous offre ces contenus pour rendre vos comparaisons plus utiles, d'accord? Et plus fiables. Les pages Internet sont toutes les pages Internet qu'on capture chaque jour et on archive chaque jour. Ça veut dire qu'on n'a pas un système de page Internet live. Ça veut dire que, par exemple, si Turnitin capture la page Wikipédia aujourd'hui, tous les articles du Wikipédia seront archivés dans notre base de données. Et si, par exemple, une page de Wikipédia demain aura disparu, ce que vous allez trouver, c'est une copie de cette page qui a disparu dans la base de données de Turnitin, d'Authenticate. Et ça veut dire que si quelqu'un a copié d'une page qui existait hier, mais qui n'existe pas aujourd'hui, la liste des sources de la base de données va vous montrer ces pages aussi. Nous avons aussi des autres pages, des autres publications qu'on utilise pour les comparaisons. On parle des publications du groupe du partenariat ProQuest et aussi des publications qui ne font pas partie de Crossref ni de ProQuest. D'accord? Vos documents indexés, c'est seulement quelque chose qui apparaît si on a dans l'institution un repositoire privé, ainsi que si vous ne trouvez pas cette option, ça c'est pas un problème, ça veut seulement dire que votre compte n'a pas cette option activée, d'accord? Alors, une fois que vous avez vu toutes ces options, vous pouvez décider de mettre à jour les paramètres et ça va alors à activer toutes les options que vous avez trouvées dans les paramètres. Après de ça, vous avez l'opportunité de chercher les infos du compte. OK? Et ici, vous pouvez voir votre profil avec votre mot de passe caché, prénom, nom et email. Vous pouvez changer tous ces détails si vous voulez. OK? Et vous allez trouver aussi des infos du compte. OK? Et l'expiration de la licence. Alors, si vous voyez par exemple que la licence a une expiration très proche, par exemple, je ne sais pas, le 1er d'août de cette année, ne vous inquiétez pas parce que la licence de l'IMIS a une durée de 3 ans et seulement 1 an à passer pour ce qui concerne cette licence, ainsi qu'une fois que la licence approche la date d'expiration que vous voyez, le système va immédiatement la mettre à jour, va la prolonger jusqu'à la fin du 2e année, du 3e année. D'accord? Ainsi que ne vous inquiétez pas, le système va prolonger la licence. Vous avez, je crois que c'est presque 2 ans encore sur la licence, ainsi que vous pouvez travailler sans penser à ce type de problème. D'accord? Alors, ce que vous pouvez faire aussi dans un compte, c'est de créer des filtres
web. Par exemple, si vous savez que vos étudiants ou vos auteurs utilisent toujours des sites institutionnels, vous créez leurs documents, leurs articles, etc. Vous pouvez créer alors une liste de filtres URL, ça veut dire une liste des pages Internet que vous voulez que le système ignore chaque fois qu'un rapport de similarité est produit. D'accord? Vous ne devez pas créer cette liste si vous ne voulez pas, mais si vous avez par exemple un site institutionnel que vous voulez exclure de la comparaison, vous pouvez le mettre ici dans cette boîte en blanc et le filtre sera ajouté à cette liste que vous voyez ici que j'ai créée auparavant. Ça, c'est ma liste. La première fois que vous vous enregistrez et vous entrez dans votre compte, cette liste n'existera pas. Vous devez la créer de nouveau. D'accord? Vous pouvez aussi créer des exclusions d'expression. OK? Ici, par exemple, imaginez que vous avez des phrases, une introduction, un sommaire que tout le monde doit inclure chaque fois qu'il dépose un document sur votre compte. Par exemple, moi, Jean-Marc, j'ai promis que ce document est original, je ne vais pas copier d'un autre auteur, etc. Ou par exemple, il pourrait être quelque chose qui parle de copyright ou de droit d'auteur, etc. Alors, si vous avez quelque chose comme ça, vous pouvez créer une expression, OK, que vous voulez que le système exclue de la comparaison, OK, entre votre document et la base de données. Et vous pouvez mettre ce texte d'expression directement ici. Une fois que vous créez ce texte d'expression, le système va l'exclure directement de la comparaison. On a l'opportunité de décider de ne pas exclure ces expressions et ces filtres une fois que vous créez des dossiers, d'accord? Ainsi que il y a l'opportunité de créer des filtres et des exclusions d'expression directement du dossier. Si vous ne voulez pas utiliser cette option dans les infos du compte, dans les paramètres du compte, ça va très bien parce que vous pouvez trouver ces options dans vos dossiers, d'accord? Vous n'allez pas trouver les comptes associés parce que ça, c'est quelque chose que j'ai, mais vous n'allez pas le trouver parce que vous êtes des chercheurs, ainsi que vous pouvez l'ignorer. Et on peut retourner sur la page des dossiers, OK? Et vous allez retrouver cet écran, OK? Alors, la première chose que vous allez trouver la première fois que vous vous entrez dans votre compte, c'est l'option « Mes dossiers », OK? Ici à gauche. Mes dossiers, c'est un groupe de dossiers que Turnitin a créé pour tous les utilisateurs. OK? Vous pouvez la voir ici. Le premier dossier que vous allez trouver, le premier groupe de dossiers, c'est My Folders. C'est la même chose que mes dossiers. OK? Vous allez la trouver ici. Et vous pouvez créer au-dedans de ce groupe de dossiers tous les dossiers que vous voulez. OK? Alors, quelle est la différence entre un groupe de dossiers et un dossier? OK? Les groupes de dossiers, c'est justement une boîte de contenu, OK? Une boîte de dossiers. Par exemple, si vous avez aujourd'hui envie de créer un groupe de dossiers pour votre journal, par exemple, parce que vous avez un journal qui s'appelle Histoire du cinéma ou Histoire de biologie ou quelque chose comme ça. Mais vous savez qu'au-dedans de ce journal, vous allez trouver des éditions mensuelles de ce journal et vous avez besoin des dossiers séparés pour chaque mois. Alors, vous pouvez aller ici à droite et vous pouvez trouver l'option « Nouveau dossier ». Vous allez créer un nouveau groupe de dossiers. Par exemple, OK, de couleur. OK. OK. Je vais créer ce groupe de dossiers ici. Et comme vous pouvez voir ici, on n'a pas l'opportunité de déposer des documents maintenant parce qu'on a besoin de créer un dossier pour pouvoir déposer quelque chose. Alors, je vais créer un dossier. Et Histoire de couleur, c'est mon journal. Le nombre de dossiers, c'est, par exemple, édition
de janvier. OK? On va commencer du premier mois. OK? De janvier. OK? Et avec ça, on peut alors choisir, une fois qu'on a choisi le nom, on peut choisir les paramètres additionnels, OK, qu'on peut appliquer à ce dossier. Par exemple, les options d'exclusion qui apparaîtront en premier. Alors, pourquoi on a besoin de ces exclusions? Authenticate va prendre votre document complet, OK, du premier mot au dernier mot et va calculer le taux de similarité sur le document complet, d'accord? Sans exclure les citations, la bibliographie et tout le reste. Ces citations, la bibliographie, etc., seront exclues seulement si vous, les créateurs de ce dossier, dites à Authenticate d'exclure ces sections, OK? Alors, par exemple, si je connais mes auteurs bien, je sais qu'ils ont beaucoup d'expérience, ils n'ont pas besoin de voir les citations surlignées, par exemple, par Turnitin, par Authenticate, je peux les exclure ici. Si, par exemple, je sais que, par exemple, on parle d'articles scientifiques qui utilisent souvent la même liste bibliographique, les mêmes références, OK? Et j'imagine que même si on parle de thèmes différents pour ce qui concerne mes articles, je sais que la bibliographie va être très similaire à la bibliographie d'un autre chercheur, par exemple, parce que les textes qui sont très importants, qu'on doit utiliser tous les temps pour ce type d'article est la même. Alors, on peut exclure la bibliographie. On peut exclure les expressions qu'on a créées auparavant sur les infos du compte, mais on peut aussi créer une nouvelle liste d'ici. On va voir dans un instant comment on peut faire. Et on peut exclure les faibles correspondances et les petites sources aussi. Alors, pour ce qui concerne les faibles correspondances et petites sources, on parle ici de sources qu'on peut trouver une fois qu'on ouvre le rapport de similarité. OK? Ainsi que maintenant, il serait très difficile de décider si on veut exclure les correspondances et les sources parce qu'on n'a pas vu le rapport. On ne peut pas savoir si les faibles correspondances sont effectivement des correspondances qui ne sont pas importantes. Et la même chose pour les sources. OK? Mais quelle est la différence entre les sources et les correspondances? OK? Si on pense aux sources, on pense à quelque chose qui est contenu dans notre base de données et qui est très large. Par exemple, si je pense à un journal scientifique, ça c'est ma source. Si je pense à une correspondance, il pourrait être une correspondance qui vient d'un article en particulier, qui est inclus dans ce journal, par exemple. Il pourrait être qu'on parle d'une source Internet, par exemple Wikipédia. Wikipédia, c'est votre source. Les correspondances sont les articles de Wikipédia qui sont inclus dans cette page Internet, par exemple. Ainsi que ça, c'est la différence entre correspondance et source. Et cette différence est réfléchie ici. Si je clique sur « Exclure les petites sources », vous pouvez voir qu'on peut exclure les sources par nombre de mots et pourcentage parce que toutes ces sources apparaîtront dans la liste des sources identifiées après la comparaison et avec un pourcentage et avec le nombre de mots exacts aussi. Mais si vous voyez les faibles correspondances, okay, on peut voir qu'on peut seulement exclure par nombre de mots parce qu'on parle de quelque chose qui a été trouvé au-dedans d'une source. Et pour cette raison, on peut seulement exclure par mot, OK? Par nombre de mots, pardon. Moi, je vous conseille toujours de n'exclure pas d'ici pour ce qui concerne correspondance et sources parce qu'il n'est pas possible d'imaginer maintenant si une source d'1% est très petite. Par exemple, si on parle d'une thèse de doctorat, 1% pourrait être beaucoup de textes. On pourrait parler de plusieurs pages, par exemple, pour 1%. Et si j'exclus ici 1% d'ici, il sera impossible pour moi de voir
6 pages de cette thèse de doctorat surlignées par Turnitin et colorées par Turnitin, par exemple. OK? Et quand je parle de Turnitin, on parle d'Authenticate aussi parce que Authenticate est un logiciel qui est offert par l'entreprise Turnitin. D'accord? Alors, on peut aussi exclure des sections comme le résumé et méthode de support, par exemple. Toutes ces exclusions sont aussi disponibles à être activées sur le rapport de similarité, ainsi que si vous n'avez pas envie de les activer maintenant, vous pouvez décider de le faire auparavant, une fois que vous ouvrez le rapport de similarité. OK? Maintenant, je vais les fermer. OK? Vous pouvez aussi limiter les recherches, la comparaison de vos documents avec certaines sections seulement de notre base de données. On a vu les sections auparavant, aussi dans les, je crois que c'était dans les paramètres. Mais si vous voulez, vous pouvez décider par exemple de comparer vos documents seulement avec Crossref, seulement avec l'Internet, les pages Internet capturées par Turnitin ou seulement les publications qui ne font pas partie, par exemple, du partenariat de Crossref ou ProQuest, par exemple. Moi, je vous conseille toujours de les laisser tous activés parce que ça vous donne un pourcentage de similarité, un taux plus fiable et des résultats plus fiables aussi. D'accord? Vos documents indexés, comme je vous ai dit, vous n'allez pas le voir, ainsi que ce n'est pas un problème. D'accord? Alors, moi, je vais cliquer sur Créer pour créer ce dossier et vous donner l'opportunité de voir qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on désire envoyer un document, qu'on désire déposer un document. OK? Vous pouvez voir maintenant, édition de janvier, que c'est le dossier que j'ai créé au-dedans du groupe Histoire des couleurs. Par exemple, on a Histoire de couleurs ici. OK? Et moi, maintenant, je peux voir que édition de janvier est au-dedans d'Histoire des couleurs. Je vais cliquer sur édition de janvier, encore une fois. Et je veux vous montrer l'option envoyer un document. D'accord? Vous avez plusieurs options pour envoyer ou déposer un document. Ici à droite, vous pouvez les voir toutes. OK? On a l'opportunité de déposer un fichier. OK? Déposer un fichier zip, plusieurs fichiers au même temps, par exemple. Couper et coller. Et nous avons aussi l'opportunité d'utiliser la comparaison de documents. Alors, les premières 3 options vous donnent l'opportunité de comparer vos documents, n'importe quel nombre de documents, avec la base de données complète d'Authenticate. Si vous utilisez la comparaison de documents, c'est une fonctionnalité qui vous offre l'opportunité de comparer un document avec 100 documents de votre choix que vous devez déposer vous-même sur le système. D'accord? Ainsi que les premiers 3 vous donnent l'opportunité de déposer et comparer avec la base de données, globale d'Authenticate. La comparaison de documents, c'est seulement une comparaison entre un document et un maximum de 5 documents que vous devez déposer sur le système. D'accord? On va voir comment ça marche dans un instant. OK? Je vais commencer avec télécharger un fichier. D'accord? Déposer un fichier. OK? Vous trouvez toutes les limitations des fichiers ici. OK? La taille, numéro de page, minimum de mots qu'on doit inclure et aussi quel type de documents seront acceptés par le système. OK? Documents Word, Excel, PowerPoint, PDF, etc. OK? Vous pouvez toujours vérifier ces limitations d'ici. Et au centre de l'écran, vous avez le dossier de destination. Où voulez-vous que ce rapport de similarité soit archivé? OK? Vous avez la liste de vos dossiers. OK? Comme je dis, si c'est la première fois que vous entrez dans le système, il pourrait être que le dossier de destination sera seulement un, mais une fois que vous continuez à créer, vous pouvez trouver tous les dossiers que vous avez créés dans votre page d'accueil. OK? Les options de rapport et de base de données. OK, si vous n'avez pas une base de données institutionnelle,
vous allez trouver seulement ne générer que le rapport, par exemple, parce que si vous n'avez pas une base de données institutionnelle, il n'y a pas une autre option d'archiver. Une chose qu'on doit rappeler tous les temps avec Authenticate, c'est que le système n'archive jamais, n'indexe jamais vos documents sur la base de données Authenticate. D'accord? La seule manière de, par exemple, archiver un document sur la base de données Authenticate, c'est d'avoir une base de données institutionnelle. Comme vous ne l'avez pas dans votre compte institutionnel, vous ne risquez pas que vos documents soient archivés dans notre base de données. Ça n'est pas possible. Le système générera seulement un rapport de similarité, mais il n'y aura pas l'opportunité d'indexer vos documents sur la base de données globale d'Authenticate. D'accord? Ainsi que vous pouvez, par exemple, retenir vos documents sur votre dossier pour des années. Et ça vous permet, bien sûr, de vérifier toujours les documents qui ont été déposés dans le passé. Mais si vous avez, par exemple, un document qui a été déposé il y a 10 ans, et vous avez un document qui a été déposé aujourd'hui et vous pensez qu'ils sont similaires, il n'y a pas l'opportunité de le vérifier avec une comparaison ordinaire, parce que, comme je vous ai dit, le système n'archive pas vos documents. Vous aurez l'opportunité de vérifier ça si vous utilisez la comparaison documents. OK? Pour obtenir un rapport de similarité, vous avez besoin de mettre le prénom de l'auteur. Ce n'est pas obligatoire, mais ça vous aide si vous avez plusieurs auteurs dans votre liste. Alors, par exemple, OK, mon nom, prénom, on va mettre le titre document. OK, on va mettre histoire. Et on va sélectionner le fichier. D'accord? Le document, je peux le trouver ici. OK. Et après, OK, le système va vous rappeler, est-ce que ça, c'est le document que vous voulez déposer? Oui. Alors, si c'est ça, je veux charger ou déposer. Et le système va me montrer ici, au-dedans du dossier, ces documents. L'enregistrement est en cours. Ça veut dire que le taux de similarité n'a pas encore été calculé, mais on attend ce taux dans quelques instants. On a bien sûr les caractéristiques de l'auteur et la date de la déposition aussi. D'accord? Et ça va marcher pour tous les documents que vous déposez. Vous décidez de télécharger un fichier zip, par exemple. C'est la même exacte opération que vous devez compléter. OK? Vous pouvez voir les limitations des fichiers, encore une fois. Ce que le système va faire avec un document zip, c'est de séparer les documents dans ce fichier zip et vous offrir des rapports de similarité séparés pour chaque document qui est inclus dans le fichier zip. D'accord? Le système va utiliser le même prénom et nom que vous mettez ici pour chaque document, mais vous avez l'opportunité de changer ces détails une fois que vous recevez les rapports de similarité. D'accord? On a aussi l'opportunité de couper et coller. D'accord? Et ici, vous n'avez pas besoin, bien sûr, de déposer un document de la manière traditionnelle. Vous devez seulement mettre prénom, nom, titre de document, si vous voulez, et coller votre document directement ici. Copier-coller dans le site Internet, dans un document Word, et après, vous le mettez ici. OK? Et la limite des caractères, c'est de 900 000 caractères, OK? Que vous pouvez mettre ici, que vous pouvez coller ici. Et une fois que vous chargez, le système va vous montrer exactement la même structure de déposition que vous voyez ici pour le document qu'on a déposé auparavant. OK? On change quelque chose si on utilise la comparaison document, OK? Que c'est la quatrième option ici, l'option qui était différente, dont j'ai parlé un peu au début. Alors, quelle est la différence? C'est qu'ici, avec la comparaison document, on n'utilise pas la base de données globale d'Authenticate, OK? On doit
par exemple, choisir un document principal et après ajouter un maximum de 5 documents qu'on veut comparer avec ce document principal. Pourquoi faire ça? OK? Si on a, par exemple, comme j'ai dit peut-être il y a quelques minutes, si on a, par exemple, un auteur qui m'a envoyé un article de recherche aujourd'hui, il a envie de le publier dans mon journal, mais quand je lis ce document, il me paraît que ce document est similaire à quelque chose d'autre que j'ai déjà publié peut-être l'année passée ou il y a des ans. Alors, parce que Authenticate n'archive pas mes documents sur la base de données, moi j'ai l'opportunité avec la comparaison de documents de comparer ce document avec le document de l'auteur qui a déposé il y a 2 ans, par exemple. Alors, si par exemple le document d'aujourd'hui a été déposé par Marc Rouge, ok. Ici, on a un titre de document. Je vais mettre auteur. OK. Et ici, je vais sélectionner le fichier que j'ai reçu aujourd'hui de Marc. OK. C'est un document qu'il m'a envoyé par email. Et moi, j'ai décidé de le vérifier sur Authenticate. OK. Document de comparaison, par exemple, je vais sélectionner les autres qui sont similaires ou je crois qu'ils puissent être similaires à ce document de Marc. Okay. Je vais choisir 4 documents. Okay. J'ai 5 documents maintenant que je peux comparer avec le document principal que Marc m'a envoyé ce matin, par exemple. Je vais déposer, cliquer sur charger, par exemple. Et quand on voit la section ici avec le titre et l'auteur, tout paraît très similaire, mais au-dedans du message ici sur l'auteur, on peut voir que le système me dit comparaison de documents, ainsi que la comparaison va être différente de la comparaison du document histoire, par exemple, où j'ai seulement un chargement individuel et j'ai des révisions que je peux faire aussi. Lorsqu'on attend ici la comparaison de documents et là, pour le taux de similarité, je vous explique les systèmes de révision. OK? Le système de révision ici, c'est inclus dans la flèche bleue. OK? Si je clique sur la flèche bleue, par exemple, je trouve ici l'opportunité de déposer une version différente du même document que je déposais auparavant. OK? J'ai déposé histoire, OK? Mais je trouve qu'il y avait des choses à changer dans l'histoire et j'ai décidé de faire des modifications sur ces fichiers. Et ce que j'ai fait, alors, j'ai fait ces modifications. Je décide de sélectionner le fichier ici de la deuxième version. OK? Je veux le mettre ici comme ça. Et une fois que je décide de déposer cette deuxième version, OK, le système va recalculer le taux de similarité et va me proposer un rapport différent. OK? Parce que si j'ai changé des choses, si j'ai ajouté par exemple des citations, il pourrait être que le système va réduire ou incrémenter le pourcentage de similarité. Ça dépend des modifications. Bien sûr, normalement, si on fait des modifications en suivant, par exemple, les résultats de similarité, moi, je m'attends le résultat de similarité un résultat de similarité qui se réduit, bien sûr. Mais ça dépend, comme j'ai dit, des modifications. Et l'avantage de redéposer avec les révisions, c'est que le système ne va pas utiliser un crédit de votre licence, un autre crédit de votre licence. Le système va considérer cette deuxième cette révision, cette deuxième version de document comme partie de la première déposition. D'accord? Il y a une limite de 5 révisions. Après la 5e révision, le système va prendre un crédit de votre licence. D'accord? Et comment allez-vous voir si le système a pris un crédit de votre licence?
au-dedans d'envoyer un document, vous pouvez voir les documents récents. Les documents récents que vous allez voir sont les documents institutionnels. Il n'y a pas une limite individuelle de documents. Vous allez trouver une limite institutionnelle de documents récents. Et si, par exemple, cette option de révision a marché correctement, les documents restants ne changeront pas, d'accord? Jusqu'à le moment que vous déposez un document complètement différent. Ou si vous décidez de changer dans votre révision les documents de plus de 40%. OK? Ainsi que maintenant, vous avez un nouveau rapport pour histoire et un rapport pour auteur qui était le document qu'on a déposé avec la comparaison de documents. D'accord? OK? Ce qu'on va faire maintenant, c'est de voir le rapport de similarité et comme les deux changent avec la comparaison de documents et le rapport de similarité avec une comparaison ordinaire. OK? Avant d'aller sur l'analyse de ces rapports, je vous montre un peu ce qu'on peut trouver d'additionnel pour ce qui concerne les options du dossier. On a l'option partage, vous pouvez la voir ici, près du document. Si on clique sur partage, on peut partager vos documents ou votre dossier dans ce cas avec un de vos collègues. Ces collègues ici sont tous des collègues qui ont été ajoutés au compte institutionnel par l'IMIS, OK? Et vous pouvez voir tous les noms de vos collègues ici et vous pouvez décider par exemple de partager avec OK, Suji, OK, on va mettre à jour le partage. Et ce que va passer maintenant, c'est que notre collègue va recevoir dans sa liste des dossiers cette petite image ici en gris. OK, vous voyez ici cette image en gris et le nom de la personne qui a partagé le dossier avec lui. OK, alors dans ce cas, par exemple, Agatha a partagé son dossier avec moi. Alors, si je clique sur le nom d'Agatha, je peux voir, OK, le dossier que Agatha a partagé avec moi. Et si j'ouvre le dossier, je clique sur le dossier. Si Agatha a déposé des documents, moi, je pourrais voir tous les documents et les rapports de similarité qui ont été produits pour ces documents. D'accord? Et la même chose si vous décidez de partager avec votre collègue Marie, par exemple. Marie, pour avoir votre nom et votre dossier, le dossier que vous avez partagé en gris, comme j'ai vu le dossier d'Agatha. D'accord? Je retourne sur mon dossier, okay, histoire de couleur. J'ouvre l'édition de janvier. Je peux aussi voir l'option paramètres. Si vous regardez partage maintenant, la personne avec laquelle vous avez partagé apparaîtra ici comme première sur votre liste et la petite boîte sera activée ici en bleu. Mais si vous décidez de ne pas partager avec Suji demain, vous pouvez toujours déactiver l'option, d'accord? Et Suji n'aura plus l'opportunité de voir vos dossiers et vos rapports. OK? Moi, je vais le laisser comme ça. Je vais vous montrer les paramètres ici. Alors, les paramètres, on les a vus déjà auparavant. Je ne veux pas vous expliquer encore une fois la liste, mais je vais vous montrer que au-dedans des paramètres, maintenant, ici, près d'options de dossier, vous pouvez voir les filtres du rapport et les exclusions d'expression. Ici, vous pouvez créer la liste des filtres Internet, OK? La liste des pages Internet que vous voulez ignorer pendant la comparaison. OK? Et vous pouvez ajouter ces pages Internet d'ici. OK? Et on peut parler de Wikipédia, on peut parler de vos sites institutionnels, de vos blogs personnels, par exemple. Ce que vous voulez, vous pouvez l'inclure ici.
et ça sera ajouté à la liste des filtres URL. D'accord? Si vous voulez créer une liste d'exclusion d'expression d'ici, vous pouvez le faire ici et ajouter une nouvelle expression directement d'ici. OK? Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, comme je vous ai dit, d'ici, du dossier ou dans les infos du compte. D'accord? Ça, c'est complètement à vous de décider. Renvoyer, ce n'est pas une option que vous allez trouver, ainsi que vous pouvez l'ignorer. Vous allez trouver dans les documents, comme je vous ai dit, la flèche en bleu qui vous donne l'opportunité de réviser vos rapports pour 5 fois au maximum. D'accord? Vous n'allez pas trouver les flèches en vert parce que ça, ces deux sont les flèches pour renvoyer. OK? Et vous n'allez pas voir cette option. D'accord? Si vous si vous décidez de déposer un fichier zip, OK? Comme je vous ai dit, le fichier zip utilise seulement le nom et prénom de l'auteur que vous avez mis en premier. Okay? Si vous avez 100 documents sur le fichier zip, vous voulez mettre 100 noms et prénoms différents, vous pouvez cliquer sur, ici vous pouvez voir ces crayons, ici, cliquez sur le crayon et vous allez voir nom et prénom de l'auteur pour chaque de ces documents. Okay? Et avec ça, vous pouvez décider de changer ces détails pour chaque document. OK? Alors, maintenant, on va voir les rapports de similarité. Alors, les rapports de similarité sont très similaires, même si on utilise la comparaison de documents ou la déposition ordinaire des documents. D'accord? Il y a une petite différence et je vais vous montrer la différence avec la comparaison de documents en premier. D'accord? Je vais cliquer sur le pourcentage de similarité. D'accord? On va voir immédiatement au centre de l'écran les documents principaux qu'on a décidé de comparer avec les autres 5 qu'on a déposés. Okay? Ici, si les documents vous apparaissent surlignés avec une couleur différente, il pourrait être pour le document entier ou seulement certaines sections seront surlignées. Ça veut dire que la partie qui a été surlignée avec une couleur, dans ce cas le rouge, ça veut dire que cette partie du document est similaire à quelque chose d'autre qui est inclus dans un des 5 documents que nous avons aussi déposés en même temps. OK? Alors, ce que vous allez trouver aussi ici en note, à gauche, on va voir la date et l'horaire du téléchargement. OK? On va voir au centre ici en note le nombre de mots, numéro de similitude et numéro de source. Les sources sont les documents qu'on a bien sûr déposés avec le document principal. OK, pour la comparaison, avec la fonctionnalité de comparaison de documents. On a le titre du document et les noms et prénoms de l'auteur. Et ici, à droite, on peut voir si on a exclu les citations et la bibliographie de la comparaison. Le taux global de similarité. Et ici, à droite, toutes les sources ou l'option de changer avec aperçu global de sources, que c'est un sommaire des sources principales qu'on va trouver une fois que la comparaison a été complétée. OK? Alors, toutes les sources nous montrent les 5 documents qu'on a déposés avec les documents principaux. On peut voir les 5 documents et on a 2 documents qui sont un peu similaires au document principal, en particulier le premier. OK? Et on peut voir ici, par exemple, qu'au centre de l'écran, on peut voir réfléchi, OK, cette source. Ici, Vive la France. OK, Vive la France, c'est ici aussi dans la liste des correspondances. Si on clique sur afficher l'intégralité des sources, le système va me montrer face à face les deux documents. Le document principal, qui est toujours au centre de l'écran,
et les documents Vive la France, OK, qui est les documents qui étaient dans la liste de 5 documents. OK, on peut le voir OK, face à face et on peut décider, bien sûr, si effectivement Marc a copié de l'autre auteur et combien de phrases, si c'est tous les documents, si seulement quelques sections, s'il y a des erreurs de citation, etc. On peut décider avec cette analyse s'il y a effectivement un cas de plagiat ou pas. D'accord? C'est très important de vérifier les documents ici face à face pour voir si effectivement on peut peut-être refuser la publication de l'article de Marc parce qu'il a copié mot par mot d'un autre auteur, ou s'il y a seulement un problème de citation, s'il y a un problème de bonne pratique parce que l'auteur Marc n'a pas appris à citer correctement, par exemple. Toutes ces options et toutes ces opportunités d'analyse, vous allez les réaliser ici. D'accord? Comme vous avez vu auparavant, on a la liste de tous les documents qu'on a déposés avec les documents principaux. Mais si on retourne sur la première option, vous voyez ici l'histogramme. Si je clique sur l'histogramme à 2, je peux voir le document principal que le système pense est le plus similaire au document principal. D'accord? Et ça, c'est toujours, comme on a vu, le document Vive la France. Et vous pouvez trouver que le document a été surligné en rouge, mais aussi que le document a reçu le numéro 1 comme chiffre qui peut distinguer cette source des autres. Par exemple, si je cherche la source avec l'1%, OK, l'1% aura une couleur différente et un numéro différent, OK? Ainsi que je veux changer autrefois sur l'aperçu global de source, l'aperçu principal. Je peux continuer à analyser les documents. Et si je veux, par exemple, exclure mes citations, la bibliographie, par exemple, parce que je peux voir ici qu'il y a des phrases entre guillemets doubles. Par exemple, ici, l'ambition, cette phrase qui commence avec l'ambition, il termine avec 2 mouvements. Et je continue aussi, je peux voir la bibliographie aussi qui a été entièrement surlignée. Je peux décider d'utiliser les filtres pour voir si ça réduit un peu le taux global de similarité. OK, vous voyez tout à bas de l'aperçu global de source, j'ai la liste des filtres ici, okay, l'option au milieu. Et je peux voir ici que les citations, bien sûr, je peux les exclure maintenant, la bibliographie aussi. Les sources inférieures à, par exemple, on a trouvé des sources inférieures à 1%. On peut le mettre ici. On peut exclure les correspondances inférieures à un certain nombre de mots. On peut mettre 25, par exemple. On peut exclure l'introduction ou le matériel et méthode, par exemple. Et après appliquer, le système va, comme vous pouvez voir, recalculer le pourcentage et vous montrer ces sections qui étaient, par exemple, entre guillemets, maintenant en blanc, et la bibliographie maintenant en blanc aussi. D'accord? Ainsi que ça vous montre un document et un taux de pourcentage un peu plus réaliste. OK? Si vous voulez, par contre, exclure des sources en particulier, vous pouvez voir ici tout à bas, sélectionner des sources à exclure. Par exemple, moi, je ne pense pas que ces sources au 0% soient intéressantes. Alors, je vais activer les boîtes, OK, ici, et je vais les exclure. Et les documents disparaîtront de ma liste. Je clique sur la liste des sources exclues. Je peux voir les documents ici. D'accord? Je peux aussi les restaurer tout ou seulement une source parfois. OK? On va la restaurer tout et on va le retrouver maintenant ici. Encore une fois. D'accord? Ainsi qu'on peut faire toutes ces choses ici. Et comme je vous ai dit, là, il y avait 2 différences entre la comparaison qu'on fait
avec la comparaison document, un document principal et 5 documents, et l'autre comparaison. Okay, la différence principale, c'est exactement dans la liste des sources parce qu'on peut seulement trouver ces 5 sources ici. Mais si je retourne sur le dossier, par exemple, et si j'ouvre l'autre rapport de similarité, okay, je peux voir immédiatement une grosse différence ici. Toutes les sources me donnent une liste beaucoup plus large des sources parce que, imaginez la base globale de données d'Authenticate. Cette base de données inclut des milliards de pages Internet, des milliers d'articles et de publications. Et pour cette raison-là, on peut trouver cette liste qui est beaucoup plus large que la première. OK? Et la manière d'exclure est exactement la même. Je peux sélectionner des sources à exclure. OK? Je peux faire comme ça avec une des sources ou plusieurs. Et je peux changer les filtres paramètres. Si je vais ici à la fin du document, je peux exclure les citations, la bibliographie, source inférieure à 2%, par exemple, correspondance inférieure à 200 mots, par exemple, okay, sommaire, méthode matérielle. Je vais appliquer, le pourcentage va se réduire dans ce cas. OK? Je peux aussi regarder l'aperçu de source ou le sommaire des sources. On peut voir dans ce cas qu'on a l'opportunité de voir 2 documents ici qu'on a trouvés pendant la comparaison. Et ces 2 sources ont reçu des couleurs différentes et un numéro différent aussi pour les distinguer. OK? Et on peut voir ici la différence. OK? On peut cliquer sur numéro 2, c'est une source Internet. Je peux voir l'intégralité de ces sources, comme on a essayé de faire auparavant avec la comparaison de documents. On peut aussi lire face à face les 2 documents. OK? Et la même chose, si j'exclus ça et je vais pour la première source, OK, numéro 1, je peux aussi voir l'intégralité des sources d'ici. OK? Ça, c'est très utile pour commencer à analyser ces documents et les résultats parce que, bien sûr, il est très important de voir si, par exemple, les sections ont été copiées de la même manière, s'il y a une raison peut-être pour laquelle on a copié de l'Internet, ce site Internet seulement une section. Il pourrait être que ce site Internet, par exemple, est un site blog de mon auteur et il y a une très bonne raison pour laquelle cette section, bien sûr, a été surlignée, OK? Parce que le blog de cet auteur est dans notre base de données, par exemple, comme source Internet, mais bien sûr, l'auteur n'a pas copié nécessairement d'autres auteurs, c'est son propre texte. Et ici, la question sera, est-ce qu'on considère un texte qui a déjà été publié, je ne sais pas, sur un blog par le même auteur, est-ce que nous considérons ça du plagiat, par exemple? Ou est-ce qu'on considère ça comme quelque chose de normal et on peut l'accepter parce que peut-être qu'un blog, c'est très normal. Ou pourrait être aussi que, par exemple, mon auteur est un étudiant de doctorat. Il a décidé de, par exemple, publier partie de son doctorat, mais aussi sa thèse de doctorat a été indexée sur un site Internet de thèse à accès libre, par exemple. Et cet archive de thèse libre, à accès libre a été archivé par Turnitin. Et pour cette raison, on voit, par exemple, que la comparaison a identifié une similarité qui en réalité n'est pas du plagiat. Okay? Ainsi qu'on doit toujours analyser le rapport de similarité pour pouvoir dire oui, il y a du plagiat ou pas. Okay? Par exemple, si je regarde le taux de plagiat global, ici, le 89%, okay? Je peux décider, si je regarde ce chiffre, oh mon Dieu, mon auteur a décidément plagié.
il a copié de quelqu'un d'autre, je dois justement refuser cet article ou je dois parler avec mon étudiant de doctorat et lui dire, tu as copié, tu dois écrire de nouveau ton chapitre ou ta thèse, etc. OK? Un taux de similarité large ne veut pas dire que l'auteur a copié. OK? Si je retourne sur toutes les sources, par exemple, je peux voir plusieurs sources qui me montrent un pourcentage de similarité très large, mais il pourrait être, comme je vous ai dit, un faux positif parce que la thèse existe déjà dans un site Internet accès libre et ça, c'est très normal. Et comme c'est très normal d'avoir une thèse de doctorat qu'on transforme en article de recherche, il pourrait être que mon auteur publie tout ce qu'il écrit dans son blog personnel et si Authenticate capture ce blog personnel, il sera très normal que le pourcentage de similarité soit large, par exemple. Il pourrait être que, par exemple, on a un article de recherche qui a été écrit par un groupe de chercheurs et il pourrait être que ce groupe de chercheurs a publié, je ne sais pas, ou a inclus cet article dans sa page Internet, peut-être dans son journal institutionnel, avant de l'offrir à un journal différent. OK? Ça peut causer aussi un pourcentage très large si nous archivons les deux les deux journaux, pardon, les deux journaux. Je pouvais pas rappeler le mot pour journal. OK? Ainsi qu'on doit toujours vérifier et analyser les sources pour arriver à une conclusion pour ce qui concerne plagiat ou pas de plagiat. D'accord? Aussi, on doit toujours analyser peut-être si le taux de pourcentage global est seulement d'1% ou 2%. Normalement, en particulier quand on commence à analyser un document avant d'exclure citation, bibliographie, etc., il est très normal d'avoir un pourcentage de similarité de 10%, de 15%, par exemple. Alors, si on regarde le taux de similarité globale et on voit à 1%, en 1% par exemple, il pourrait être que il y a une manipulation du texte, par exemple, pour faire passer un document qui a été plagié comme un document original. Par exemple, si vous connaissez vos auteurs bien, vous savez qu'ils ont, eux, de la difficulté à écrire quelque chose de bon, par exemple. Et maintenant, après 15 documents qu'il vous a envoyés, vous trouvez un document qui est parfait. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que l'1% de la pourcentage peut être justifié ou pas, par exemple? Est-ce que l'auteur a modifié le document original, par exemple, incluant, je ne sais pas, 150 mots qu'il a écrits sur son ordinateur, mais par exemple 500 mots qu'il a inclus au-dedans d'une image. Et par exemple, le système Authenticate ne peut pas extraire d'une image le texte qui a été inclus. Et pour cette raison, le taux de similarité est très petit. OK? Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas, une manipulation. Pour vérifier si ça, c'est le cas, par exemple, c'est très facile. Vous pouvez immédiatement vérifier les nombres de mots sur ces documents, par exemple. Si on a, dans ces cas, c'est 1402 mots. Mais si vous trouvez, par exemple, dans un document qui vous paraisse très large, seulement dans le nombre de mots, je ne sais pas, 500 mots, par exemple, ça peut vous dire qu'il y a une manipulation du texte. Et pour cette raison, il serait mieux de peut-être analyser le document original un peu plus proche, d'accord? Un peu plus prochainement, pardon. Ainsi que vérifier les pourcentages de similarité qui sont très larges, mais aussi les pourcentages de similarité qui sont très, très petits. D'accord? En particulier, si vous avez seulement
commencé à utiliser un système comme Authenticate très récemment. D'accord? Une dernière chose qu'on peut voir dans ce type de rapport, si vous avez besoin d'un rapport qui est plus accessible, vous pouvez utiliser un rapport au format texte et ça vous donne des sections que vous pouvez utiliser de manière différente. Le système vous sépare les sections du document par rapport de similarité, par contenu, par rapport récapitulatif. Par exemple, ici, vous avez les deux sources principales, mais vous pouvez aussi regarder suivi de contenu. Et ici, vous allez trouver l'ensemble de sources et vous pouvez cliquer sur chaque source et décider de la surligner sur le document original. Et dans ces cas, vous avez l'opportunité alors de voir, par exemple, pour ce qui concerne France case Wiki, vous allez voir quelles phrases ont été incluses sur le document de votre auteur et qui appartient aussi à ce type, source Internet, par exemple. Vous pouvez les voir séparés ici, OK? En boîtes différentes, OK? Et le même pour des autres, si vous décidez, par exemple, d'utiliser ce document, OK? Ainsi que ça vous donne une visibilité différente. Tous les autres détails seront visibles ici, que vous voyez, mais c'est justement le cas de changer, de rendre le rapport plus accessible si vous en avez besoin, d'accord? Le rapport récapitulatif, ça vous montre encore une fois les deux sources principales et après le texte divisé par couleur selon la source, bien sûr, et aussi les parties qui sont en blanc ou qui ne sont pas surlignées sont les parties qui ne font pas partie les sections qui ne font pas partie de ces deux sources. D'accord? OK? Une fois que vous avez vu ce document accessible, vous pouvez retourner sur le visualiseur de document et vous pouvez voir la version originale. OK? Si vous avez besoin de partager ce rapport avec un collègue qui n'a pas accès à Authenticate, par exemple, vous avez besoin d'une version PDF, par exemple, de ce rapport, vous pouvez l'obtenir ici tout à bas, à gauche. Vous avez l'option de l'imprimeur. Vous cliquez sur l'imprimeur et le système va vous créer un PDF pour ce rapport. Et ce PDF, vous pouvez bien sûr le partager par email, vous pouvez l'imprimer, bien sûr, et vous pouvez l'envoyer bien sûr à un auteur, à un collègue, à un chef de département. Ça dépend du besoin que vous avez pour ce PDF. Je vous montre le PDF très vite. Vous pouvez voir le titre, nom et prénom de l'auteur, nombre de mots, heure de l'envoi et aussi numéro de la copie. Le numéro de la copie, c'est un petit code qu'on donne à chaque rapport qu'on produit, ainsi que si vous avez des problèmes techniques, vous voulez des renseignements un peu plus précis de votre équipe de support technique sur les sources, par exemple, qui ont été identifiées, vous pouvez lui envoyer ce numéro de la copie et ils auront l'opportunité de l'identifier immédiatement et de vous donner la réponse que vous cherchez. D'accord? Et si vous voyez qu'on a le taux de similarité global, la source principale et les exclusions qu'on a appliquées. D'accord? Très facile à produire et très facile à partager. D'accord? Pour ce qui concerne, par exemple, des questions sur l'utilisation d'Authenticate, vous avez ici FAQ, qui sont les questions qu'on a reçues plus souvent de nos clients. OK? Si on ne le trouve pas là, on peut aller sur authenticate.com. OK? On peut retrouver sur, par exemple, ressources. Les questions plus fréquentes sont ici. OK? On va les retrouver ici. En général, vous devez chercher les questions pour général, OK? Ou oubliez les questions pour l'édition individuelle parce que ça, c'est individuel, parce que ça, c'est une édition pour
les crédits qu'on achète individuellement, pas pour les crédits qu'on reçoit par notre institution. Des questions sur le rapport de similarité, OK? Et ignorer partenaire et intégration, si vous voulez, parce que ça, ne va pas vous donner des infos utiles, au moins que vous êtes des administrateurs, OK? Vous avez aussi au centre de cette page les guides et les manuels. Dans ces moments-là, on a des guides en anglais seulement, malheureusement. Si vous cliquez sur View User Guide, ça vous montre les guides en anglais, d'accord? Et on a aussi l'opportunité de voir d'autres ressources, en particulier aussi des infos sur la base de données, si vous voulez, et sur les contenus dans des langues différentes, sur les partenariats de Turnitin et Authenticate. Okay? Vous pouvez voir ici, on a la liste des langues. On a l'arabe, le français, par exemple. Okay? Et ça va vous montrer encore une fois d'autres informations. OK? Alors, je vois qu'on a des questions maintenant. OK? On a commencé avec 5 minutes de retard. Il y en a 5 minutes pour vos questions. Je vais regarder quelles questions on a. Merci Pamela. Donc, je vais, pour aller plus vite, il y a une question qui s'est répétée plus d'une fois. C'est une question commune. Les doctorants, en principe, avant de soumettre de déposer leur thèse et de l'écrire, ils ont déjà publié des articles. Ces articles sont contenus dans la thèse. Donc, la thèse est analysée au niveau de l'université et bien sûr, les articles publiés y figurent. Donc, est-ce que c'est considéré comme plagiat? La question, est-ce que c'est considéré comme plagiat? Et comment éviter ce cas? Comment faire pour l'éviter? Parce que la thèse contient un article qui a déjà paru et fait objet d'une publication dans une revue. Oui, alors, en premier, on doit dire que ça dépend très souvent des institutions. Il y a des institutions qui ne considèrent pas ça comme autoplagiat parce que, bien sûr, c'est très normal de transformer notre thèse de doctorat, notre thèse de master en article. C'est très, très normal. Ainsi que pour mon expérience, moi, j'ai entendu plusieurs institutions qui ne considèrent pas ça comme plagiat, mais il est très important que vous parlez avec les chefs de votre département ou votre peut-être examinateur pour lui demander si votre institution aussi ne considère pas ces cas comme d'autoplagiat ou pas, parce que ça dépend. Et il y a, comme j'ai dit, il y a plusieurs institutions qui ne considèrent pas ça comme du plagiat et des autres qui peut-être n'ont pas la même idée. Ainsi qu'il est toujours mieux de vérifier internement s'il y a un problème avec ça. Comme l'éviter, OK. Alors, bien sûr, il est possible de créer des phrases, des listes d'expressions. Si vous savez que, par exemple, vous avez un paragraphe en particulier qui sera répété mot par mot, moi, je vous conseille de créer une liste d'expressions avec ce paragraphe pour avoir l'opportunité d'avoir ce paragraphe exclu directement par Authenticate de la comparaison. Ainsi que moi, je vous conseille ça. Il est possible aussi au-dedans du rapport, bien sûr, d'exclure la source individuelle. Si moi, je trouve que, par exemple, la source qui est la plus similaire à mon texte, c'est bien sûr ma thèse de doctorat ou le contraire. L'article, bien sûr, qui a été inclus dans la thèse de doctorat a déjà été publié. Il est toujours possible d'exclure l'article individuel de la liste du rapport. Alors, je vous montre encore une fois. Mais Pamela, le cas, c'est que ce n'est pas le doctorant qui fait l'analyse de sa thèse. Pour le jugement final. C'est soit le CEDOC, soit l'encadrant. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui fait cette analyse et qui a ce taux. Donc, c'est ça le cas qui se présente. Oui, et pour notre part, le discours ne change pas dans le sens que on doit justement créer des politiques internes
pour ce qui concerne les examinateurs de thèse aussi, ou le professeur, oui, parce que c'est la seule manière d'éviter que, bien sûr, l'examinateur accuse quelqu'un d'avoir plagié quand ce n'est pas le cas. Si les politiques internes sont claires, il ne devrait pas être un problème. D'accord, donc on passe. Si vous détectez une question, allez-y, sinon je vais voir s'il y a une question pour à les thèses laquelle on en n'a pas arabe, répondu. y a-t-il des sources suffisantes pour détecter l'antiplagiat? C'est difficile à dire parce que nous n'avons pas la liste exacte des sources dans n'importe quelle langue, d'accord? On a la liste des sources seulement pour ce qui concerne le nombre général d'articles qu'on inclut pour chaque langue. Par exemple, comme je vous montrais ici, si vous allez sur nos sources, on a la liste des contenus ici de la base de données. Vous pouvez voir ici combien des sources on a ici pour ce qui concerne l'arabe. Si vous avez un journal ou quelque chose en particulier dont vous voulez avoir des infos, vous devez nous envoyer cette liste et on peut demander à notre équipe de contenu si effectivement cette source existe ou si vous avez quelque chose à ajouter. Par exemple, si on parle d'un site internet en arabe ou même si on parle d'une publication en arabe, si vous nous envoyez les listes, nous pouvons les envoyer à notre équipe de contenu. Elles peuvent commencer à les ajouter au système pour ce qui concerne les sites internet et pour ce qui concerne un journal en arabe ou un partenariat avec un éditeur qui publie en arabe, notre collègue pourront commencer bien sûr à contacter ces éditeurs pour voir s'il y a l'opportunité de commencer une collaboration. OK? Moi, je pense que les autres questions, toutes les autres questions sont liées aux correspondances et aux sources. On a expliqué déjà qu'on a bien sûr des sources et des correspondances et qu'on a des correspondances qui peuvent être inclus dans des sources parce qu'on a parlé des sources comme des contenus généraux et des correspondances comme quelque chose qui fait partie de cette source. Alors, j'ai dit au début que, par exemple, si on considère un journal comme une source, un article au-dedans de cette source, c'est ma correspondance, par exemple, ou des phrases au-dedans d'un certain article, par exemple, sont mes correspondances et la source est mon article. Ainsi que nous n'avons pas des infos pour ce qui concerne l'algorithme précisément, et je ne peux pas vous dire, oh, l'algorithme calcule dans cette manière l'équilibre entre source et correspondance. C'est vraiment impossible pour nous à dire. Je peux seulement vous dire que la différence entre source et correspondance est que le système, grâce à cet algorithme, vous donne l'opportunité d'avoir un taux de similarité qui n'excède jamais le 100%. Okay? Est-ce qu'il est possible pour l'auteur et le co-auteur de travailler sur le même document en temps réel? Si vous partagez votre document avec votre collègue, il sera possible pour les deux, pour vous et pour votre collègue, d'analyser le rapport de similarité en même temps. OK? Le système ne peut pas vous arrêter de faire ça. Vous pouvez partager avec votre collègue et vous serez capable d'analyser le même document en même temps. OK? Ou le même rapport en même temps. D'accord? Pamela, il y a une question qui a été posée plusieurs fois sur le nombre de mots considérés comme similitudes. Parfois, celui qui fait l'analyse remarque qu'il y a une série de mots très faibles et qui est déclarée comme similitude. Donc, c'est là la question qui suit. Quelle est la succession de mots, la suite de mots qui est considérée comme similitude? OK.
le système commence à surligner les phrases qui incluent au moins 9 mots. OK? 9 mots, c'est le minimum pour avoir une correspondance dans la liste des correspondances. D'accord? Ainsi que pour ces raisons, vous avez l'opportunité d'exclure les correspondances et les sources par mot. Si vous voyez qu'on a plusieurs sources et correspondances qui incluent 9 mots ou 10 mots ou 10 mots ou 15 mots et vous pensez que ce nombre de mots est trop petit pour être important, vous pouvez exclure du dossier, mais aussi directement du rapport avec les filtres et paramètres. Ces phrases qui n'incluent que 8 mots ou 9 mots, etc. Vous pouvez décider quelle est, par exemple, la limite de mots dont vous voulez commencer à les calculs du taux de similarité. OK? Mais Pamela, parfois, ça donne un nombre inférieur de 9 mots qui est déclaré comme similitude une suite. Est-ce que ça peut arriver dans le système ou bien on n'a pas bien su interpréter le rapport ou le voir comme il se doit? Oui, alors normalement, si on parle par exemple d'une source aux correspondances qui existe seulement, par exemple, disons dans page numéro 1, OK? Il ne devrait pas considérer moins de 9 mots. Si, par exemple, on parle d'une source qui est distribuée par des pages différentes, il pourrait être qu'on a de nombre de mots inférieurs, mais je vais vérifier avec mes collègues parce qu'on a eux on a des résultats parfois qui, par exemple, ne respectaient pas le minimum de mots, de 9 mots, par une erreur du système. Je veux vérifier avec ça, mais normalement, avec eux, pardon. Mais normalement, si, par exemple, on parle d'une correspondance ou d'une source qui est distribuée par des pages différentes, il pourrait être que la source soit inférieure à 9 mots. Mais normalement, si on parle d'une source qui est seulement inclue dans cette page et qui n'existe pas dans d'autres, alors moi, s'il y a quelque chose qui apparaît, qui est moins de 9 mots, alors je le considère une erreur du système. Et dans ce cas, est-ce qu'on contacte l'aide? Oui. D'accord. Support technique, oui. Avec la référence du document? Oui. D'accord, parfait. Référence du document, merci. D'accord. Il y a une question, c'est sur quoi le taux de similarité se calcule? Alors, on a un algorithme que je ne peux pas partager avec vous parce que nous ne le recevons pas nous-mêmes. Mais il y a un algorithme qui prend votre document et les compare avec la base de données complète et la combination des documents qui ont été identifiés dans la base de données et qui sont similaires à votre document sera bien sûr divisé en sources et correspondances. Et cette combination de sources et votre document ensemble va créer un pourcentage qui ne peut pas être produit avec un chiffre supérieur à 100%. C'est très différent de vous dire techniquement quel est vraiment le procès qu'on utilise, l'algorithme pour produire ce pourcentage de similarité. Mais c'est justement la combination de sources qu'on a trouvées similaires à votre texte au-dedans de la base de données, qui sera bien sûr selon l'importance, selon la largesse de la similarité entre le document et la source, qui vous produira ce taux de pourcentage, ce taux de similarité. Je ne sais pas que ce n'est pas la réponse que vous voulez, mais c'est la seule que je peux vous donner, malheureusement. Oui, il y avait aussi une question, je vois, qui s'est répétée un peu, pour ce qui concerne quel est le seuil de pourcentage qu'on doit accepter ou considérer comme problématique. Alors, nous ne pouvons pas vous donner
un taux de similarité précis qui est problématique ou pas, parce que ça dépend du type de document, par exemple, du sujet. Il y a, par exemple, des départements scientifiques qui acceptent un pourcentage plus large parce qu'il y a toujours une manière d'utiliser des descriptions des théories scientifiques, des théories des descriptions des maladies, par exemple, si on parle de médecine, qui sont toujours les mêmes, qu'il n'est pas possible de changer. Alors, dans ces cas, par exemple, si on pense combien de fois ça peut passer, le pourcentage de similarité, bien sûr, sera majeur, OK, dans ce cas. OK? Pour cette raison, je vous dis qu'il est un peu plus difficile de vous donner un taux exact. Je sais qu'il y a, par exemple, des universités avec lesquelles j'ai travaillé qui mettent comme seuil, ils commencent à prendre le taux de similarité sérieusement quand ils voient, par exemple, 100%, d'autres qui voient 10%, mais pensez toujours internement au type de document que vous avez. Et si vous avez, par exemple, de thèse de doctorat, 100%, c'est beaucoup de textes. 2% pourrait être beaucoup de textes pour une thèse de doctorat. Il pourrait être que pour un article de recherche. Il pourrait être que vous pouvez mettre un taux un peu plus large. Ça dépend de vous, mais je crois que vous devez commencer à analyser les types de documents que vous recevez et après décider internement, voilà, pour mon département, pour pour mes articles de recherche, pour mes doctorants, ces seuils marchent pour nous et éviter de penser au seuil qui a été imposé par des autres parce que vous ne savez pas quel type de documents ils utilisent, etc. D'accord? Donc, il reste deux questions que je vous laisse répondre et finir la session. C'est concernant la détection du paraphrasing. Et une question, c'est la détection de la traduction. Et j'enchaîne avec une question. Est-ce qu'il y a des perspectives dans le développement de la solution pour prévoir ce type de similitude si la question est que le système ne les détecte pas? OK, dans ce moment-là, il est possible pour Authenticate de détecter quand, par exemple, quelqu'un décide de changer avec des synonymes des mots qui ont été inclus dans une phrase qui existe déjà dans un article qui a déjà été publié, par exemple. Alors, il n'est pas possible, pas encore, parce qu'on est en train de développer quelque chose pour ce qui concerne le paraphrasage, mais on peut détecter s'il y a des remplacements pour ce qui concerne les synonymes. Oui, ça c'est possible. Pour ce qui concerne l'intelligence artificielle, alors pour Sur Authenticate, on n'a pas encore créé un système de détection. Pour ce qui concerne l'intelligence artificielle, on a un système d'intelligence artificielle qui a été créé par Turnitin et qui a commencé à être utilisé sur les autres logiciels qu'on offre, notamment Feedback Studio, Similarity par exemple. On n'a pas encore ajouté cette option sur Authenticate. Je ne peux pas vous donner une date pour ce qui concerne la possible utilisation de ce détecteur sur Authenticate, mais je peux vous dire que Turnitin a créé ce type de détecteur. Mais dans ce moment-là, il est seulement utilisé sur ces deux logiciels que j'ai mentionnés. Et pour ce qui concerne le paraphrasage, on parle maintenant de détection de synonymes et pas de paraphrasage complète. Donc oui, je crois qu'on a fait le tour des questions. On a répondu directement à plus de 100 questions, plus les questions que Pamela a pris en charge. Donc merci beaucoup. Merci à Pilar, merci à Nora, merci à vous Pamela et merci pour les participants qui ont resté presque tous jusqu'à la fin de cette session.
Oui, oui, tout à fait. Donc, Oui. je leur souhaite. Nous avons très bientôt une fête la semaine prochaine. J'en profite pour vous féliciter, vous souhaiter bonne fête de Eid Kbir, Inch'Allah. Et merci. Et nous vous donnons rendez-vous au début de l'année universitaire. Et je vous laisse la parole, Pamela, pour clôturer Oui. cette session de formation. Oui, merci. Merci bien, Madame Slimani, pour vos aides, votre aide, votre support, comme toujours. Vous êtes toujours très gentille et vous m'aidez beaucoup. Et merci, Pilar, aussi, pour m'avoir aidé avec la boîte message et les Q&A. Et merci à vous tous pour avoir participé aujourd'hui. J'espère que vous l'avez trouvé utile. Et aussi, je comprends qu'on a parlé beaucoup de plusieurs choses, mais vous allez recevoir, bien sûr, communication quand l'enregistrement sera disponible sur le site de l'IMIST. Je crois que je le recevrai aujourd'hui. Je l'enverrai à l'IMIST et après, l'enregistrement sera publié sur le site de l'IMIST ainsi que vous tous pourrez le trouver là et le réutiliser dans le futur si vous en avez besoin. Moi, je vous souhaite aussi des grands et heureuses célébrations la semaine prochaine. Et merci à tous encore une fois pour avoir participé et à bientôt. À très bientôt. Au Oui, revoir. merci à tous. Au revoir. Merci.